Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Ce territoire doit son nom au plus spectaculaire des sommets volcaniques, le Puy de Dôme, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dominant des étendues verdoyantes, où l'on découvre les plus belles églises romanes de France, mais aussi des châteaux spectaculaires. Château de Burol, le plus beau château d'Auvergne, donc par conséquent le plus beau château du monde, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais partir à la découverte de l'Auvergne, c'est aussi l'occasion de naviguer sur des lacs volcaniques de toute beauté et de découvrir des panoramas à couper le souffle. C'est magnifique. Ici, les traditions culinaires séduiront vos papilles au cœur même d'un des plus beaux villages de France. Partez à la rencontre de celles et ceux qui veillent à sauvegarder l'authenticité et la beauté de ces lieux hors du temps. Alexandre est un amoureux de la nature, et en particulier du Puy de Dôme, où il a décidé de s'installer il y a quelques années pour vivre de sa passion, la météorologie. Il a même créé un site météo spécifique à l'Auvergne. Il y a un paysage dont Alexandre ne se lasse jamais. C'est celui de la chaîne des Puys. 80 volcans sur 32 km, avec en point d'orgue l'un des plus hauts sommets d'Auvergne, le Puy de Dôme. Un ensemble unique en Europe, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si Alexandre nous y emmène, ce n'est pas pour aller découvrir son emblématique station météo, mais pour rencontrer Yves Michelin, géologue, qui connaît l'histoire des lieux mieux que personne. Pour atteindre le sommet et vous offrir un point de vue spectaculaire, vous pourrez grimper à pied ou prendre le train. Alors, on va s'installer là pour avoir une belle vue. Tiens, mets-toi devant dans le sens de la marche. Voilà. Créé en 2012, le Panoramique des Dômes est un train à crémaillère électrique qui respecte l'environnement fragile de la chaîne des Puys, tout en offrant une vue imprenable sur les paysages majestueux. Tu vas voir, ce qui est assez amusant, c'est que on rentre dans les bois. Là. Donc, des pins, des bouleaux, en fait, une végétation qui donne une idée de ce qu'a pu être le paysage il y a 9000 ans, en fait. Tu vois ici, par contre, cet espace un peu ouvert, c'est parce qu'il est pâturé. Ça, et on le voit bien parce que tu vois la forme des arbres. Les arbres, c'est manger à hauteur voilà, de... manger à hauteur de... Donc tu peux même savoir si ce que c'est comme espèce. Voilà, parce que si c'est bas, c'est des brebis, si c'est haut, c'est des vaches. C'est vraiment super beau. Avec ses 1465 mètres d'altitude, le Puy de Dôme est un balcon sur un site exceptionnel, unique au monde. Tu vas voir, du sommet, là, on a une vue vraiment qui permet tout. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est la diversité des formes. Tu vois, t'as devant les yeux tous les types de volcans que tu peux imaginer. Donc, tu as le cône, parfait, là, le puy de Pariou. Mais tu vois, derrière, t'en as un autre. C'est le puy des Goules. Et puis, derrière, tu vois cette forme arrondie, comme un chaudron, c'est le Sarcouy. La dernière éruption remonte à 9000 ans.
autant dire hier à l'échelle de l'histoire géologique. On a vraiment une chance unique d'avoir ça déjà à l'échelle de la France, parce qu'on n'a pas de volcan vraiment actif sur le pays, mais c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir cette... Puis ces volcans alignés, parce qu'il y en a 80, je crois. Il y en a 80, c'est ouais. ça, 80, Et quoi. bien le long de la faille, Bien tu vois. aligné, c'est isolé finalement, et ça, je trouve ça vraiment génial. Dès le 19e siècle, le Puy de Dôme offre un espace idéal pour installer une des premières stations météo. C'est lors de sa construction que l'on va découvrir des vestiges d'un étonnant temple romain dédié à Mercure, le dieu du commerce et des voyageurs. Ce sanctuaire, l'un des plus grands de notre pays, a été construit au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors Alexandre, tu sais où on est? Bah, c'est le fameux temple de Mercure, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est toujours un peu émouvant de voir ces dalles qui ont été foulées aux pieds il y a plus de 2000 ans par des gens qui venaient célébrer le dieu du commerce. Et d'ailleurs, toutes ces pierres-là, c'était prises ici ou Absolument. Un certain nombre de pierres, comme tu le vois là, ont vraiment l'air neuves. Elles sont effectivement très récentes parce que l'idée était de reconstruire une petite partie du temple pour que les gens puissent mesurer l'ampleur, puissent apprécier l'envergure de cet édifice. Mais bien sûr, le temple ne sera jamais reconstruit en entier. C'est juste une évocation, en fait. Mais le Puy de Dôme, c'est surtout l'un des meilleurs spots de parapente d'Europe, car sa configuration particulière permet de décoller de tous les versants. Le paradis pour les parapentistes comme Vincent, qui aujourd'hui va embarquer Alexandre. On va pouvoir s'équiper. Allez. Hop, je te laisse mettre ton casque tranquillement. Tu es prêt? Ouais. On s'attend à quelque chose de court mais d'un peu intense, on est bien réactif. C'est maintenant qu'il le dit. Allez, ok, c'est parti. Un pas en avant. On recule, on recule, on recule, on recule, on reste debout. Ok, on regarde loin devant. Et maintenant, on accélère la course. Super. Nickel. Ça va, t'es bien installé? Eh ben super. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Hein. T'as vu comment c'est beau? On voit la chaîne des pluies, on voit le Sancy. Non, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est encore plus joli de ce côté-là, je trouve. Enfin, tu vois, Alors, côté, tu vois vraiment l'affleurement du relief et tout. Enfin, en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand tu passes vraiment près du sol. Ouais. Du coup, tu as cette sensation vraiment encore plus de voler, je trouve. Parce que du coup, tu sens que. Ouais, voilà. Douceur, tout en étant impressionné par la vitesse. Exactement. Ah ouais, carrément. Étrangement, ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on a compris que ces splendides collines étaient en fait des volcans endormis. On le doit à la perspicacité d'un géologue qui, de retour d'Italie, a fait le lien avec les volcans qu'il avait vus là-bas. Et là, notre ascendant est excellent. Alors, on va le garder. Allez, on est parti vers le Sancy. Allez, go. Tu me déposes chez moi avant? Ça Ça marche. va bien, ça? Je ne me dépose pas en parapente, je largue. Je seulement. me largue. Ces volcans ont profondément façonné les paysages de la région, mais aussi son architecture. Ainsi, la ville de Volvic, connue aujourd'hui pour ses sources, fut d'abord incontournable pour sa pierre. La pierre de Volvic est issue d'une coulée de lave vieille de 13 000 ans. Alors viens, je vais t'emmener voir le début de la visite. Ouais. Aujourd'hui, Alexandre va en savoir plus sur cette véritable industrie, en compagnie de Frédéric Guyot-Soulier, dont la mission est de faire visiter cette carrière de pierre. Alors nous voici à l'intérieur même de la coulée de lave du volcan de la Nugère. Ah, c'est grand. La galerie fait 60 mètres de long, 7 à 8 mètres de hauteur et 18 mètres de large. Donc ils ont creusé en souterrain et du coup ils ont fait comme l'enfant qui mangerait son morceau de pain, il prendrait que la mie et il laisserait la croûte autour. Ils ont fait pareil, ils ont creusé en profondeur. On va prendre le cœur, en fait, ce qui C'est était ça, le meilleur cœur, quoi, de la roche. le meilleur de la roche. Si pendant des siècles, cette pierre a été si précieuse, c'est parce qu'elle est incroyablement résistante et beaucoup plus facile à travailler que le granit ou le marbre. La pierre de Volvic est liée à l'une des plus célèbres constructions du Puy de Dôme, la cathédrale de Clermont-Ferrand.
Vers 1248, le clergé a souhaité construire la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et mais du coup, il fallait un matériau de construction. Et c'est comme ça que l'exploitation de la pierre de Volvic s'est faite. Et comment t'expliques que la cathédrale de Clermont-Ferrand elle soit noire du coup? Parce que c'est vrai qu'on a une pierre plutôt claire. Et ben en fait, la pierre, elle noircit avec le temps. Elle s'oxyde au contact de l'eau. C'est l'oxydation. C'est l'oxydation. Elle s'oxyde au contact de l'eau et de l'air. On dit que c'est une pierre qui bronze. L'extraction de la pierre de Volvic employait jusqu'à 1500 personnes au début du XXe siècle. Le métier de carrier se faisait dans des conditions difficiles. Les journées sous terre étaient longues, exposées à la poussière et au froid. La vie ici était rythmée par le travail des carriers. On entendait donc le bruit de leurs sabots sur le bitume. Ils arrivaient à la carrière très tôt le matin, les mains dans les poches, puisque du coup, c'est les femmes qui amenaient le casse-croûte. Donc, à la fois le saucisson, le pain, ce qu'on appelle aussi la chopine. Tu sais ce que c'est, la chopine? La chopine, c'est pas de la bière? Eh bien non, ici, du coup, ça va être du vin. En règle générale, ils travaillaient 10 à 12 heures par jour. Et 6 à 7 jours dans la semaine, quoi. Donc ça faisait quand même très grosses journées, des très grosses journées, ouais. Devenue au fil du temps industrielle, l'extraction nécessitait une quantité d'eau toujours plus importante pour refroidir les machines. Au début du XXe siècle, Jean Leguet Chevalier, le principal exploitant de pierre de Volvic, a alors l'idée de vérifier s'il n'y aurait pas une source à proximité pour simplifier le travail de ces hommes. C'est un autodidacte, donc il se renseignait sur tout. Il a lu énormément d'ouvrages et il était persuadé que sous terre... C'est dit, il y a de l'eau en dessous, ouais, on sous ne voit terre, il y a pas. quelque chose. D'accord. Il a persévéré, il a cherché, il a fait un puits et il est tombé sur l'eau. Mais il est décédé sans savoir que ça allait être de l'eau potable et puisque maintenant Volvic... Et de l'eau en quantité, quoi. Et de l'eau en quantité, Ouais. voilà. Et c'est ainsi que la découverte allait donner une renommée internationale à la ville de Volvic. L'eau est un des nombreux bienfaits de la nature du Puy-de-Dôme. Une nature tellement grandiose que l'on en oublierait presque qu'elle abrite des trésors d'architecture. Dans un écrin de verdure, le village d'Orcival, où se niche l'une des plus belles églises romanes d'Auvergne. Alexandre va y découvrir quelques secrets bien gardés en compagnie de Bernadette Ollier. Bienvenue à Orcival. Je suis très heureuse de vous présenter notre magnifique basilique. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Oui, elle est très très belle. Elle est pratiquement comme à l'origine. Parce que, qu'est-ce qui a changé? La basilique était, à son origine, était couverte en tuiles romaines rouges. D'accord. Et puis, au cours du 15e, 16e siècle, il y a eu 2 tremblements de terre. Le toit s'est effondré. Et à ce moment-là, ils ont pensé que c'était plus judicieux de la recouvrir en lauzes. En lauzes, c'est une pierre volcanique. On ne couvrait pas les maisons en tuiles. C'était pas assez résistant au frimas de l'hiver. La basilique Notre-Dame est l'une des 5 églises romanes de Basse-Auvergne, dites majeures. Un chef-d'œuvre de l'art roman. Typique de ces églises, la construction à étages, qui leur vaut le nom de pyramide auvergnate. Je vois qu'il y a des éléments métalliques là-haut, là. Ça correspond à quoi? Alors, ces éléments, ce sont des entraves, des boulets et des menottes qui sont là en ex-voto parce que depuis le XVIe siècle, on sait que les prisonniers qui ont invoqué Notre-Dame d'Orcival et qui ont été libérés, prisonniers de toutes sortes, et ils sont venus mettre en ex-voto leurs chaînes, leurs boulets. Donc, nous les avons sur la façade. Alors, évidemment, c'est une curiosité. Hein. C'est oui, une c'est curiosité. Sûr, ça interpelle dès qu'on ça arrive. interpelle, ouais. voilà, oui. Une particularité qui lui vaut d'être aussi appelée Notre-Dame des Fers. Mais son vrai trésor est à l'intérieur. La plus ancienne Vierge d'Auvergne est là. Une sculpture de 1170, l'une des seules de France à posséder encore son décor d'origine, d'argent et de vermeil. Depuis presque 10 siècles, des milliers de pèlerins viennent de toute la France pour la vénérer le 15 août. Voilà. C'est une Vierge en majesté, mais l'enfant Jésus, elle ne le porte pas comme une mère attendrie qui porte son enfant, elle le présente au peuple. Il est mis en valeur parce que c'est lui le personnage central de la statue, c'est pas la Vierge. Et du coup, elle a survécu à la Révolution. Elle a survécu à la Révolution grâce au curé de l'époque qui a eu la bonne idée de creuser une niche dans un des piliers du Sud et de la mettre dedans. Alors cette niche a été retrouvée lors de la restauration des années 50. C'était inespéré, oui. Oui, c'était inespéré, oui.
Et chaque année, le 15 août, un rayon de soleil illumine précisément la Vierge. C'est toute la magie de Notre-Dame d'Orcival. De la magie, il y en a, du côté du plateau des Combrailles, dans le nord du Puy-de-Dôme. Il y a aussi des histoires de sorcellerie et bien des légendes. Dans ce petit coin du bout du monde, du côté de Vitrac, les superstitions allaient bon train. Aujourd'hui, ce sont pourtant des paysages de campagne, aussi paisibles que charmants, qu'Alexandre va découvrir en VTT électrique, avec Renée Coupa, guide de pays, mais surtout grande amoureuse de son territoire. Voilà, l'équipement obligatoire, c'est le casque. Objectif de leur promenade, découvrir l'un des plus beaux panoramas du Puy-de-Dôme, le paradis de Cueil. Donc là, on quitte Vitrac. Alors du coup, là, oui, on sort du bourg de Vitrac. On va prendre la route qui a été créée pour la construction du barrage de Cueil. D'accord. C'est vraiment la route du barrage, donc c'est une route qui est déjà interdite aux camping-cars, aux caravanes. Ouais. 25 km/h quand même, c'est classe. La région des Combrailles offre des paysages vallonnés dont émane une grande sérénité. Donc là, c'est le barrage de... Et bien là, on arrive au barrage de Cueil. Ouais. 1901-1904 pour la construction. Et là, il fonctionne en fait, celui-là. Alors celui-ci est toujours en service. La seule habitation que tu as, c'est l'ancienne maison des ingénieurs qui travaillaient sur la construction du barrage et qui du coup devait disparaître, mais est restée. Parce qu'en fait, les gens qui étaient propriétaires de moulins en aval de la vallée avaient très peur que le barrage de Cueil rompe. Donc ils avaient obligé la compagnie du gaz et de l'électricité de Clermont d'avoir un gardien à domicile ici. Une veille, ouais. Une veille, une astreinte. Et ça a été d'ailleurs la première ligne de téléphone pour prévenir effectivement en cas de rupture du barrage. Ici, le gardien du barrage était comme celui des gardiens de phare, seul au monde. Pour Alexandre et Renée, la balade continue cette fois-ci à travers les bois, décor emblématique des Combrailles. Bah du coup Alex, une fois franchi ce pont, on va attaquer la montée. On va voir le potentiel du vélo électrique. C'est clair. J'ai l'impression d'être au Tour de France. Pas qu'on va nous lancer des trucs à manger, à boire. Et voilà, premier virage. Première épingle. On voit le sportif qui se lève. Voilà, comme je suis très flemmarde, moi je suis en turbo. Donc là, c'est à gauche. Ouais. Tu vois, là, t'as des grands hêtres. Ouais. Qui donnent cette ambiance si caractéristique. C'est un bel arbre. Hein. Ça fait de beaux sous-bois, ouais. Et ça rend bien, parce que c'est des grands hêtres en plus. Donc, Ça, c'est vraiment nos paysages de Combrailles. le paysage il est simple, mais c'est beau. Eh bien, écoute, on est rendu. Donc, tu vois, on est à Cueil. Cueil, ça veut dire colline, donc on est vraiment au sommet de la montagne. Donc, il nous reste quelques mètres à faire et je te fais découvrir le paradis. Ça y est, on y est. On va voir le Allez, au méandre. paradis. Et la rivière, donc c'est La Sioule, La la Sioule. plus belle rivière du monde. Voilà, donc tu vois, on a toute une série de panoramas sur une belle Cueil. vallée. Hein. Ouais. Et avec les arbres, là, ça a pris des couleurs automnales, c'est magnifique. Ouais, c'est un... Et voilà, le méandre de Cueil. Depuis des siècles, ces forêts à perte de vue ont donné naissance à de nombreuses légendes. On racontait que s'y cachaient des lutins maléfiques et des ogresses affamées. Et pour cause, il était si facile de s'y perdre. Aujourd'hui, le territoire a retrouvé sa physionomie du Moyen-Âge. Dans les années 1950, les derniers habitants sont partis vivre à la ville. La nature a alors regagné ses droits. Pourquoi on appelle ça justement le paradis de Cueil? En hiver, la masse d'eau de la Sioule amène énormément de brouillard et d'humidité. Les gens de Cueil étaient toujours au soleil sur leur colline et sur le sommet de la montagne. Et du coup, les gens de Murat, de la presqu'île de Murat, imaginaient qu'ils vivaient en enfer. Et quand ils voyaient les gens de Cueil au soleil, ils imaginaient que les gens de Cueil vivaient au paradis. Donc en fait, tous les belvédères sur la vallée de la Sioule s'appellent les paradis de Cueil. Nous laissons Alexandre au paradis pour poursuivre notre découverte du Puy-de-Dôme.
Le lac Pavin est sans conteste l'un des plus beaux d'Auvergne. Il doit son existence à la toute dernière éruption volcanique de la région. C'est dans ce décor enchanteur que Cécile aime venir se ressourcer. Travaillant dans le tourisme, la jeune femme a à cœur de faire découvrir le Puy-de-Dôme, une région qu'elle a dans la peau, au point de s'être fait tatouer un volcan dans le dos. Dans les environs, les colères de la Terre ont laissé des vestiges incroyablement variés. À quelques kilomètres du lac Pavin, le volcan Jonas a façonné une immense falaise de tuf de 500 mètres de long et 100 mètres de haut. Un lieu creusé par la main de l'homme pour en faire des habitations. D'abord un monastère au Xe siècle, c'est ensuite devenu la demeure d'un chevalier. Au Moyen-Âge, jusqu'à 600 personnes vivaient ici. Un habitat troglodytique hors norme que Cécile nous invite à découvrir avec le responsable des lieux, Vincent Salès. Voilà Cécile, Waouh! on arrive dans ce merveilleux endroit Ah oui, c'est beau. Hein. emblématique du site troglodytique de Jonas, qui Oui. est donc la chapelle. On est parfaitement tourné vers l'est, et puis on a ici tous les symboles religieux classiques avec la sacristie sur la droite, aussi ces 7 colonnes magnifiques, tout comme ces superbes fresques. Hein. On peut voir des scènes de la vie du Christ. Ces fresques représentent un exemple rarissime des peintures rupestres du XIe siècle. Si certains visages ont été effacés à la Révolution, l'ensemble des peintures reste dans un incroyable état de conservation, et cela grâce à une astuce des bâtisseurs. C'est une richesse de couleurs et de techniques incroyable. Hein. Alors comme il fait très chaud aujourd'hui, je vais t'emmener à un endroit qui est un petit ventilateur agréable, tu vas voir. Volontiers, là. Ah, super. Tu sens l'air qui passe ici, Ouais. c'est agréable et surtout ça a une fonction importante parce que ça veut dire que cet endroit est parfaitement conservé grâce à ce système de fluidité de l'air. D'accord. Et j'ai une question, c'est quoi ce trou-là? Ah, ici, en fait, c'est simple, c'était l'emplacement du clocher, figure-toi. Et tu vois les 2 petits trous qui sont aux extrémités, c'était l'emplacement pour les cordes. Et tu vois, quand on sonnait les cloches ici, eh ben, ça s'entendait très loin jusqu'au bout de la vallée. D'accord. Un endroit magnifique. Et ici, ça pourrait même sentir encore un peu le pain, parce que c'était la boulangerie. Le four appartenait au seigneur et le mettait à disposition des villageois, quelquefois avec des contreparties payantes. Moi, ça me rappelle aussi plein de souvenirs, puisque quand j'étais petit garçon, avec ma famille, nous avions une maison qui n'était pas très loin d'ici. Et donc, on aimait bien venir dans cette pièce particulièrement avec mes copains et on recréait un petit peu l'ambiance peut-être du Moyen-Âge, sans faire de feu, je te rassure, mais c'était quand même très sympa. Et évidemment, ce lieu, pour moi, il est chargé d'histoire et bien entendu, il est gravé dans ma mémoire. À l'époque où ces grottes artificielles étaient habitées, la façade avait une autre physionomie, car chacune des ouvertures était équipée de volets en bois. Voilà Cécile, on arrive enfin au sommet de ce château. 5e étage. C'était ici l'endroit de la bretèche, vraiment là où on pouvait appliquer le système défensif. Et puis, en temps de paix, on a transformé cet endroit en pigeonnier. Et donc, on voit ici ce qu'on appelle les boulins, ces fameux trous creusés encore une fois dans la roche et qui permettaient donc d'accueillir les pigeons. Et les pigeons, ça avait une importance considérable à l'époque, puisqu'on s'en servait évidemment pour leur viande, on s'en servait pour les œufs, bien entendu, qu'on récupérait, et puis aussi pour la fiente, parce que la fiente, c'était un engrais très puissant. Et comme on cultivait aussi un petit peu, eh bien, on récupérait avec bonheur toute cette fiente pour, évidemment, une meilleure culture. Ah, génial. Tout est bon dans le pigeon. Tout est bon dans le pigeon. Si à Jonas, les habitants cultivaient des légumes pour le quotidien, du côté de Montpeyroux, c'est la culture des vignes qui a offert la prospérité à ce village pittoresque. Avec ses tuiles rondes et ses pierres dorées, Montpeyroux a été élu plus beau village de France. Au XIXe siècle, l'épidémie de phylloxéra a mis un terme à la production viticole, mais il en reste néanmoins une véritable tradition gastronomique.
dont Cyril Zen est le digne héritier. Ce chef étoilé est aujourd'hui l'un des plus fervents ambassadeurs de la gastronomie auvergnate. Pourquoi le choix de ce lieu? Pourquoi Montpérou? Et pourquoi avoir choisi ce bâtiment pour ouvrir ton restaurant? Et ben en fait, si tu veux, j'ai grandi dans une petite commune qui est juste sur une colline juste derrière, à vol d'oiseau. On doit être à peine 500 mètres. Et tous les matins, je me levais avec la tour de Montpérou, qui est juste derrière toi. Et pour moi, c'était une évidence de me retrouver dans ce petit village qui est vraiment atypique, où vraiment il fait bon vivre et on a un cadre qui est magnifique ici. C'est sûr. C'est vrai que pour moi, Montpérou, c'est typiquement le village méridional comme on peut le trouver aux limites de la Limagne dans le Puy-de-Dôme. Donc c'est le cadre parfait vraiment aujourd'hui avec ce temps pour préparer un bon plat typique de l'Auvergne. Justement, aujourd'hui, si tu es d'accord, on va préparer une potée auvergnate. Voilà, on va aller tous les deux en cuisine. D'accord. On y va? Allez, on y va. Allez. Alors tu vois, j'ai préparé un petit peu tous les ingrédients pour la recette de la potée. Là, tu as du chou vert frisé, du chou kale qui est un peu plus fort. On modernise un peu la potée avec des choux-fleurs jaunes, oranges, violets. Tes légumes, ils viennent d'où? Parce qu'ils sont assez variés. On trouve d'ailleurs du chou kale, quelque chose que tu as rajouté. C'est ton idée, quoi, je pense. Oui, c'est ma façon. C'est ma façon aussi à moi de revisiter un petit peu la potée. Ouais. En fait, tous ces petits légumes, ils viennent d'une productrice qui travaille en bio, qui est tout à côté d'Issoire, au Breuil-sur-Couze. Elle s'appelle Lise. À l'origine, la potée se faisait dans un pot de terre, d'où son nom. Intérieur. Voilà. Et la viande aussi, c'est très important. Eh oui. La queue du cochon, les pieds, le jarret. Donc là, tu vois, on va bien dessaler, donc rincer à l'eau claire pour enlever tout le sel. Mon grand-père élevait des cochons. Et à l'époque, c'était le charcutier du village, tu sais, qui venait, tuait la bête avec mon grand-père. Alors, ils emmenaient le cochon dans la cave. Le charcutier lui chantait des chansons, il sifflait. Après, il le massait, littéralement. Mais c'est important de le détendre, le cochon, avant qu'il soit tué, oui. Justement pour la texture de la viande. Traditionnellement, on peut varier le choix des légumes selon les saisons. Seul le chou est incontournable. C'est un plat qui va vraiment mijoter, qui va cuire pendant plus de 4 heures. Donc il ne faut pas couper les légumes trop fins, sinon après, tu ne vas pas les retrouver dans la préparation. D'accord. L'ail, donc tu vas en mettre 3 gousses d'ail dessus. Et alors l'élément aussi très important de la potée, c'est le chou. Tu vois, tu coupes en 4, oui. Mais tu laisses toujours la côte. Comme ça, les feuilles de chou, elles se tiennent bien, tu vois. Elles ne vont pas se fondre dans la casserole. Donc là, je vais rajouter juste un petit peu d'eau. Tu vois, on va la mettre sur le gaz. Plus longtemps ça cuit, plus ça réchauffe, meilleur c'est. Là, on va prévoir au moins 4 heures de cuisson. Au moins 4 heures? Ah oui, minimum 4 heures. Là, maintenant c'est cuit, on va pouvoir passer... La dégustation. Tu vois, tu viens juste rajouter un petit peu de poivre, juste un petit peu du poivre mignonnette comme ça. J'adore ça. Et là, tu goûtes. Et tu vas me dire ce que t'en penses. C'est top. C'est vrai? C'est super bon. Ah oui, excellent, Cyril. Merci beaucoup en tout cas. Je te propose, si tu veux, on va aller s'installer dehors au soleil. Ah oui, pour continuer. C'est un temps magnifique. Ah bah oui, déguster je peux pas cette juste bonne commencer potée. là. Quittons Montpérou et sa tour pour découvrir un lieu unique en France. Voici le château de Murol, une forteresse comme vous n'en avez probablement jamais vu. Elle ressemble étrangement à la forteresse d'Alep en Syrie, que Bernard de Murol découvrit lors des croisades. S'en serait-il servi de modèle? Tout porte à le croire. Son architecture en fait un lieu unique en son genre et riche d'histoires. Des histoires que Bogdan Sobkovitz ne se lasse pas de conter encore et encore. Je te la bise. Alors, t'es venu me rendre une petite visite dans mon bureau? Château de Murol. Château de Murol, bien sûr. Le plus beau château d'Auvergne, donc par conséquent le plus beau château du monde, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On va en voir un peu plus, je vais te faire découvrir les petits secrets du château qui se trouvent là-haut. Ça marche, et je te suis. Eh bien, par ici, Zapartieux, comme on dit en Auvergne. C'est parti. Ah bah regarde, tu vois, ici on a une concentration de systèmes de défense
Là, les assaillants, ils s'en prennent, mais alors méchamment. Hein. Tu vois les plateformes circulaires là? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle des échauguettes. Et ouais, ça vient de l'ancien français échauguer qui signifie surveiller. Et ça servait aussi à pouvoir tirer à l'arbalète, l'arc ou à l'arquebuse au pied des remparts et dans la basse-cour. Le mur en pente, là, ce fameux glacis, quand tu jettes une pierre de là-haut, tu n'as même pas besoin de la lancer, tu la jettes. Elle rebondit, et à un moment, elle part à l'horizontale. Et quand ça arrive dans un groupe d'assaillants, ça te fait un effet strike. Et cerise sur le gâteau, tu vois ces 3 petites constructions rectangulaires sur ce mur-là? Bah ça, c'est ce qu'on appelle en ancien français des retraits. C'est tout simplement des toilettes. Ah oui, Les latrines. Hein. En cas d'attaque, tu te mets là-dedans, là. Là, tu jettes des pierres par le trou des toilettes, ça arrive sur le glacis et ça part à l'horizontale. Autre particularité du château, le seigneur de Murol a laissé une incroyable quantité d'écrits et de descriptions du quotidien. Une mine d'or qui a révélé d'étonnantes informations sur le régime alimentaire du Moyen-Âge. Ah. Et nous voilà transportés par la force du feu dans le passé. Et surtout dans la cuisine. Et surtout dans la cuisine, oui. Ah oui. Sacré lieu de vie ici. Hein. Alors là, tu vois, on est dans la cuisine du château avec ce splendide cantou, hein, cette cheminée traditionnelle du Massif central. Hein. Ouais. Parce que comme tu l'entends, quand on est là-dedans, cantu, parce qu'on entend le feu canter, chanter. Donc ce qu'on trouve sur la table, c'est principalement des produits qu'on va produire sur place, mais on va être obligé quand même d'en acheter un petit peu ailleurs. Hein. Des épices, par exemple. Là, on a... de la muscade. Très bien. Cardamome. Du gingembre, de la cannelle et du safran. Et là, on a un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver. Les légumes de l'époque, des fèves, pas de haricots ni de pommes de terre. Il faudra attendre la découverte de l'Amérique. Et le tout, bien entendu, avec la base de l'alimentation, le pain. Là, on va en faire quand même une consommation assez importante, à peu près 1,5 kg par jour et par personne. Et quand même, on le respecte, le pain. Symboliquement, c'est le corps du Christ. Comme on est de très bons chrétiens, on respecte le pain. Puis en même temps, comme on est de très très bons chrétiens, on est aussi de très très bons chrétiens avec le sang du Christ. Puisque la consommation a été estimée, grâce aux écrits de Guillaume de Murol, à peu près 2 litres par personne et par jour. Un vin un peu plus léger que maintenant, mais bon, on se méfie de l'eau à l'époque. Hein. Pas question pour Cécile de quitter le château sans avoir profité de son sublime panorama. Tu vois, d'ici, on domine quand même toute la haute cour. Hein. Et on a quand même une splendide vue là sur cette magnifique couverture en lauze qui a été refaite totalement à la fin des années 1990. Parce qu'imagine-toi qu'avant cette campagne de restauration, il n'y avait pas de charpente, pas de toiture, que des ruines. Pourquoi ce château, il est en ruine? Tout simplement parce que son dernier propriétaire privé, le comte de Chabrol, va l'abandonner quelque temps avant la Révolution française. Et à partir de là, il va subir le sort de très nombreux châteaux en France et va servir de carrière de pierre pendant tout le long du 19e siècle. Et donc d'ici, on a quand même une vue à 360 degrés sur tout le territoire de Guillaume de Murol. Ah, c'est pas le Sancy non plus. Hein. En face, ouais, le Sancy. Tout le massif du Sancy. Ouais, c'est quand même une vue super spectaculaire d'ici. Ça me coupe les mots. Laissons Cécile tout à son émerveillement pour continuer notre découverte du Puy-de-Dôme. Voici Nicolas. Il est cartographe. Très attaché à son territoire, il consacre son temps libre à l'entretien des sources du Puy-de-Dôme, comme ici à la très emblématique source de la Tête de Lion. Un lieu protégé par le Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, car son eau est non seulement gazeuse, mais également salée et très riche en fer. Pour sa première étape, Nicolas nous emmène découvrir un ancien village fortifié, perché sur une butte volcanique, Husson, classé lui aussi parmi les plus beaux de France. Ce lieu est profondément marqué par le souvenir de Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot. C'est ici que, rejetée par son mari et son frère, le roi de France, elle va vivre en exil pendant près de 20 ans. Un destin que Jean-Pierre, habitant de Husson,
et fou d'histoire, connaît dans les moindres détails. On dit Husson, cité de la reine Margot, une femme absolument extraordinaire. Mais j'attends d'être dans l'église pour t'en parler un peu et que tu puisses faire sa connaissance. Construite il y a presque 1000 ans, l'église Saint-Pierre a connu quelques aménagements. Ce porche, c'est quoi exactement? Alors oui, tu pensais que c'était une porte. En fait, oui. Tu vois, on est passé sous le clocher de l'église. On dirait que le clocher est à part de Mais l'église. oui, complètement, parce que le clocher primitif, qui était à la croisée du transept, comme dans toutes les églises auvergnates, s'est écroulé au XVIIIe siècle. Donc à la fin du XVIIIe, début XIXe, on a reconstruit un clocher, mais cette fois-ci à l'extérieur. D'accord. Là, nous arrivons vers un porche. Oui, le porche de l'église. Mais si tu veux, avant, on va s'asseoir là sur ce petit banc. D'accord. Alors ce banc a toute une histoire. Bon, il n'y a pas qu'à Husson qu'on en trouve. C'est ce qu'on appelle un cactoire. Pourquoi? Parce que les femmes du bourg venaient se réunir, on tricotait, mais surtout on cancanait pas mal. On cactait comme des poules sur les dernières aventures, les dernières histoires du village. Il est temps, je pense, qu'on te parle un peu de la reine Margot. Oui, on la lit souvent avec Husson. Comment ça se fait? Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'elle va passer 19 ans de sa vie à Husson. Au début, elle est prisonnière, hein, c'est sûr. Mais très rapidement, elle va se débarrasser par ruse de son geôlier, Canillac. Elle instaure vraiment à Husson une véritable cour. Elle reçoit des poètes, des musiciens, mais je voudrais maintenant te montrer, puisqu'on parle de la reine Margot, je vais te montrer quelque chose d'assez étonnant. Je te suis. Oh, quel beau travail du bois. Alors nous sommes ici devant un tabernacle de 1627. Mais ce qui fait son intérêt, c'est cette peinture ici. On pense, à cause de ce vêtement à fleurs de lys, qu'il représenterait Marguerite de Valois, la reine Margot, sous les traits de Sainte Radegonde. On l'a beaucoup vilipendée, la reine Margot. Mais en fait, elle a une double vie. Une vie un peu olé-olé, faut pas le cacher, même si on a exagéré. Mais elle a une vie aussi très religieuse. Et une de ses amies disait « Ah, Marguerite, si on devait la représenter en peinture, on la représenterait comme une sainte, si on s'arrêtait à la taille. » Je ne savais pas que la reine Margot était aussi généreuse et pieuse. Donc c'est une image que j'ai appris directement ici avec toi. Ce sont des orgues basaltiques. Oh, que c'est beau! Une superbe sculpture volcanique. Des orgues basaltiques parmi les plus beaux de la région. Ce sont les vestiges d'une importante coulée de lave. C'est à ces pierres volcaniques que l'on doit le cachet si particulier de l'architecture du village. Si pour Nicolas, Husson était une découverte, il est en revanche un autre lieu chargé d'histoire qu'il tenait à nous montrer. Près de la ville d'Ambert, dans la vallée verdoyante de l'Aga, il est un trésor du XIVe siècle, le moulin Richard de Bas. Ici, durant la belle saison, on cueille chaque jour des fleurs dont les pétales sont utilisés pour la fabrication d'un papier d'une qualité exceptionnelle. Un savoir-faire que Nicolas connaît bien, car il a travaillé au moulin quand il était plus jeune. Il rejoint Sylvain, propriétaire des lieux. On va aller voir le moulin. Très bien, ça va me rappeler des bons souvenirs. Ça va te rappeler des bons souvenirs. Alors c'est mon grand-père qui avait racheté ce moulin pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu à cœur en fait de restaurer ce patrimoine et de pouvoir remettre en route cette fabrication qui remonte en fait aux origines de la papeterie en France dès le XIVe siècle. Au XVIIIe siècle, des moulins comme celui-ci, on en compte plus de 150 sur le territoire. Le moulin Richard de Bas est aujourd'hui le dernier en activité. C'est pour cela que Sylvain et ses équipes veillent à sauvegarder précieusement ces techniques anciennes de fabrication du papier.
Voilà, on arrive au niveau de la salle des piles à mailler. Alors là, on est vraiment dans le cœur du moulin, Nicolas, comme tu le sais. C'est vraiment ici que va avoir lieu, non pas la naissance des feuilles de papier, mais la fabrication de la pâte à papier. Et c'est ici qu'à partir des vieux chiffons de récupération, lin, coton, chanvre, on va pouvoir fabriquer la pâte. Tu te souviens un peu du rôle de chacune des machines qu'on va avoir ici? Oui. Là, il y a les défibreuses pour découper le tissu en plus petits morceaux. Et ensuite, il y a les raffineuses pour raffiner les fibres de tissu. Et bien terminer la pâte à papier. Jusqu'au 19e siècle, le chiffon était la seule matière première utilisée pour la pâte à papier. Voilà, donc là, c'est la pâte à papier, quasiment après 36 heures de fabrication de pâte. Donc on a une pâte qui commence à être bien raffinée. Et encore une petite nuit, et on pourra l'utiliser demain pour la fabrication des feuilles de papier. Alors, on arrive au niveau de la salle de la cuve. Nicolas, je te laisse faire le tour. Oui. Tu vas passer en face et tu vas me donner un coup de main. Après les 36 heures de fabrication de la pâte à papier qu'on a vue dans la salle des piles à mailler, cette pâte, ensuite, on va la mettre ici, dans cette cuve. Première chose qu'on va devoir faire, bien sûr, ça va être de brasser la pâte à papier. Alors, on prend cet outil, le redable. Donc là, avec le redable, en faisant des mouvements de haut en bas, on est en train de faire remonter la pâte à papier qui est légèrement plus lourde que l'eau. On a également des pétales de fleurs, donc ça c'est une des spécificités du moulin en été, où on va fabriquer du papier à inclusion de fleurs. Voilà, on a bien mélangé. Je pense que ça manque un peu de fleurs. Tiens Nicolas, si tu peux m'approcher s'il te plaît, oui. la bassine avec les fleurs qui ont été cueillies aujourd'hui et qui ont été pétalées ce matin. Donc souci, pétales jaunes, centauré rouge, centauré bleu, voilà, et pointe de fougère qu'on va donc rajouter ici à cette cuve pour avoir un petit peu plus de pétales dans les papiers qu'on va fabriquer. Merci. Tu sais que c'est rigolo, t'es à quel poste là? Je suis au poste de coucheur. Et ça te rappelle rien? Si, comme mon grand-père. Comme ton grand-père, oui, mon grand-père qui avait racheté ce moulin, en fait, avait embauché ton grand-père dans les années... fin des années 40, début 50, et il a travaillé là un certain nombre d'années. C'est par ce poste-là qu'il a commencé à apprendre à faire du papier. Alors, première étape, l'ouvrage. Je vais donc récupérer la couverte, ce cadre de bois qu'on va placer donc sur ce tamis métallique qu'on appelle la forme et qui en fait va servir à retenir les fibres qu'on va venir puiser ici dans la cuve. Donc, premier geste, l'ouvrage. On plonge l'ensemble dans la cuve pour en recueillir donc une certaine quantité de pâte, qu'on va donc égaliser comme ceci d'un petit coup de poignet. Tu peux voir déjà que beaucoup d'eau est en train de s'évacuer. Je vais pouvoir déposer ma forme ici. On va attendre encore quelques instants avant de pouvoir retirer la couverte qui, elle, délimite le bord de la feuille de papier. Donc, comme tu peux le voir, on a encore beaucoup d'eau qui est en train de s'évacuer de la forme. Et je vais pouvoir te faire passer. Et là, on va voir si tes souvenirs sont bons. Donc là, on démarre maintenant l'étape du couchage. Tu nous l'as décrit, Nicolas? Oui, je vais placer un feutre de laine. Donc je vais coucher la couche de pâte sur le feutre de laine. Ben, je vois que tu n'as pas perdu la main. Chaque jour, on produit 200 feuilles de très haute qualité au moulin Richard Debat. Étape suivante, ces feuilles sont pressées pendant toute une nuit afin d'évacuer le maximum d'eau. Avant de se quitter, Nicolas et Sylvain vont faire sécher une partie de la production de la veille. 100 feuilles déjà pressées, qu'on appelle une porce. Alors, dernière étape, Nicolas, on va monter aux étendoirs pour aller étendre la porce. Je te laisse prendre sur la tête. Tu te souviens comment ça marche? Impeccable. Hop, je te suis. Un chargement qui pèse son poids. Et c'est pour protéger leur dos que les papetiers ont pris l'habitude de porter la porce sur leur tête. Direction, les greniers du moulin. Allez, plus que quelques marches, Nicolas. Je me rappelais plus que c'était aussi fatigant. Voilà, on arrive aux étendoirs. Et là, on a encore une bonne partie du papier à fleurs qu'on a fabriqué cet été. Là, on est sur vraiment les toutes dernières feuilles fabriquées de l'année. Tu te souviens comment on fait? Je te laisse faire. Ah, je crois que je vais m'en souvenir. Alors, faut passer de ce côté-là. Oui, ah bah oui, effectivement. Alors, très bien. La pince à linge dans le bon sens, c'est super. Voilà. Donc, je te laisse les étendre à la suite des autres. Ces feuilles décorées serviront à imprimer des poèmes ou des faire-part. Le reste de l'année, le moulin produit un papier blanc de très grande qualité qui est utilisé pour les diplômes des prix Nobel ou pour restaurer les ouvrages précieux.
Tiens Nicolas, dernière chose, ça on le voit que quand on est ici aux étendoirs le soir au coucher, le filigrane du moulin, avec l'emblème du moulin, le cœur barrette de trait, le cœur facé. Et quelque part, ce filigrane qui est celui-ci depuis des siècles, eh bien, est bien représentatif de cette histoire de cœur entre mon grand-père et tout ce qu'il a pu monter depuis 75 ans avec ce moulin. Prenons encore un peu plus de hauteur, à la frontière du Puy-de-Dôme, tout près de la Loire, afin de découvrir, à 1400 mètres d'altitude, les sublimes étendues des Hauts-de-Chaume du Forêt, berceau de la fabrication de la fourme d'Ambert. Des milliers d'hectares à perte de vue que Nicolas va explorer en compagnie d'Anthony. Voilà, ici on a tout le paysage des Hauts-de-Chaume dans toute leur splendeur. Donc tu vois, les Hauts-de-Chaume du Forez, c'est cette partie sommitale en fait, qui couronne les monts du Forez. Donc c'est toutes ces estives, et on a à peu près 7000 hectares, 8000 hectares de landes, de pâturages, dévolus à la pratique pastorale. Le bleu et le vert, il y a bien une limite, une belle séparation entre les crêtes et le ciel. C'est vraiment très très beau. C'est un lieu où on se sent libre. Oui. C'est grand, on voit pas vraiment de limite. C'est pas toujours tourpeau de marcher dans la lande. Effectivement, avec les hautes herbes. Tiens d'ailleurs, regarde. Là, on est en plein milieu. Ça va me permettre de te montrer les plantes qui la caractérisent. Donc là, tu as des myrtillers. Ce que je préfère. Alors là, on est en fin de saison. Elles sont en train de passer. Et donc la lande, c'est essentiellement la myrtille, tu vois, qui la compose. La bruyère. Bruyère qui est en fait de la calune. Oui. C'est pas de la vraie bruyère ici. Puis là, juste à côté de toi, tu vois, on a la plante en fait, une des plantes que les producteurs de fourmes recherchent. C'est le fenouil des Alpes. Écrase bien dans tes doigts. Ça sent très bon, c'est très anisé. Anis et citron. Voilà, et ça, les vaches, elles en raffolent, tu vois. Je les comprends. Ouais. Ça a un impact fort sur le goût du fromage. Depuis des siècles, chaque été, les agriculteurs s'installent dans des jasseries, des maisons sans électricité au cœur des pâturages, pour être au plus près des troupeaux et fabriquer la fourme. Et voilà, nous arrivons à la jasserie du Coq Noir. C'est un lieu où tu peux casser la croûte, où tu peux découvrir les produits des producteurs locaux. Puis c'est un lieu muséographique aussi, tu sais. La jasserie du Coq Noir, c'est un peu un bâtiment témoin de cette activité pastorale qui s'est passée ici pendant des siècles. Dernière étape pour Nicolas, la rencontre de Pierre-Étienne, fin connaisseur des traditions du terroir. Vous avez fait une belle balade? Oui, très bien. Avec le beau temps en plus. Avec le beau temps, et puis je crois que Nicolas a faim là maintenant. Ah, ça y est, c'est on a bien marché. Bon. Je te laisse. Merci. Au revoir. À bientôt. Au Ciao, revoir. t'es sur les montagnes. Allez, bonne journée. Au revoir Pierre-Étienne. À bientôt. Eh ben, bienvenue à la jasserie du Coq Noir, Nicolas. Merci. C'était un lieu dans lequel on fabriquait les fourmes. Chaque lieu avait sa fourme, un petit peu sa propre fabrication. Chaque famille avait sa petite recette, apportait un petit quelque chose. Je crois qu'il faut la goûter maintenant. Je suis venu pour ça aussi. Ah, bon, bah, ça marche. Tu vois ces couleurs, un petit peu de jaune, le bleu, bien sûr, le fameux bleu de la fourme. Hop. Merci. L'odeur, ça me rappelle les fleurs de la prairie, en fait, au printemps. Au goût, elle est tout à fait douce. Mais la fourme n'est pas le seul plaisir que l'on trouve à la jasserie. Il y avait un plat traditionnel qui se faisait tout le temps, c'était le patia. Le patia, c'est un plat de pommes de terre, comme la ligo, la truffade. Et pour l'occasion, aujourd'hui, je crois que je vais t'apprendre à en faire un. Ah bah c'est parfait, alors je vais découvrir comment on fait le patia. Alors, tu vois, ça, l'ail, effectivement, à la jasserie du Coq Noir, on met de l'ail. Si on écoutait les anciens de la montagne, ils nous diraient « Oh, ben non, il n'y a pas besoin ». Nous, on le fait quand même. Ça donne toujours un petit peu de goût. D'accord. Je t'invite à mettre la crème. Allez. Plus c'est riche, plus c'est bon. C'est ce qu'on dit. Hop. Et on va mettre la moitié en lait. Et la moitié en lait. On va presser l'ail dedans. Comme ça, il va avoir le temps d'infuser un petit peu. Allez. Alors, j'ai été sympa. J'ai épluché les patates pour toi. Super, merci. Ça va, ici, on a l'habitude. À peu près 2 tonnes de pommes de terre par an. Oh. On va les lamelliser. Je t'avoue que je vais le faire.
C'est simplement pour que tu gardes encore tes doigts. Très bien. C'est une mandoline un petit peu traître. Je pourrais pas la goûter. Hein. Ah, et je comprends. Il n'y en a pas pour longtemps. Il faut une pomme de terre hachée, relativement ferme. Et le tout, c'est que ça fasse pas de la purée. Si ça fait de la purée, c'est pas un bon pâtissier. On va attendre que la crème monte un petit peu. Et voilà, un petit coup de spatule pour égaliser en surface. Et on n'y touche plus. Et maintenant, je t'avoue qu'il faut attendre 3 heures avant de pouvoir le déguster. Ah mais moi je veux pas attendre. Tu veux pas attendre? Ah, bon. Non. Alors, par chance, ce matin, j'ai été sympa, je t'en ai préparé un. Allez, je t'invite à le déguster, Spatia. On va le sortir du feu. Hop. T'as vu, c'est vraiment presque gratiné sur le dessus. Oui, effectivement, oui. Donc pour l'assaisonnement, simple. Du sel et du poivre. Et tu vois, les pommes de terre sont encore entières. Oui, effectivement. Même après 3 heures de cuisson, ça se tient. Merci. En tout cas, ça sent très bon. Tant mieux. C'est une découverte, je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment très agréable. Un plat à venir découvrir en estive. C'est très bon. Terre rurale, mais surtout terre authentique. Dans les campagnes du Puy-de-Dôme, chacun prend le temps de vivre pour profiter pleinement de tout ce que la nature, incroyablement préservée, peut offrir.